RZ pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par la Chambre basse du Parlement. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a procédé à l'ouverture de la deuxième édition du cadre des concertations sur l'agenda genre droit des femmes et de filles. Médard Elongué pour le reportage. La violence sexuelle liée au conflit est un crime contre l'humanité et constitue un génocide en vertu du droit international menaçant la sécurité internationale et collective, non sans entraver l'instauration d'une paix durable. Elle a des répercussions sur la santé physique, sexuelle, reproductive et mentale des victimes. Pour commémorer cette journée liée à l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit, la structure Afiamama, en collaboration avec l'Assemblée nationale, avec l'appui financier de l'ambassade de la France, ont organisé ce mercredi 2 juillet 2025 la deuxième édition du cadre des concertations sur l'agenda genre, droits des femmes et des filles. Cette cérémonie a connu la participation des différentes personnalités, notamment le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, la rapporteure adjointe Dominique Munongo Inamizi, la représentante de la ministre des Genres, Familles et Enfants, les ambassadeurs de la France et Norvège, les différentes structures de la société civile ainsi que d'autres personnalités des marques. Le rapporteur Jacques Njoli Esenge Kelly a dans son discours d'ouverture peint un tableau sombre du traitement de la femme pendant les conflits armés. Chiffre à l'appui, le professeur Jacques Njoli a démontré que plus de 53% des femmes font l'objet des propos injurieux de la part de leurs partenaires masculins, 39% sont victimes de coups et blessures, 27% sont victimes de pratiques coutumières néfastes en ce qui concerne les violences commises sur les femmes pendant les conflits armés. Au nom du président de l'Assemblée nationale, tout d'abord à saluer l'initiative de la SPL Afiamama, dont le travail quotidien auprès des survivants des violences sexuelles est admirable. Je remercie également l'ambassade de France pour son appui à cette activité, ainsi que l'ensemble des partenaires engagés dans ces combats communs. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe, considère qu'il est de notre devoir institutionnel de faire de cette lutte une priorité nationale. Nous sommes représentants du peuple et ce peuple est frappé par cette tragédie des conflits dont les conséquences, c'est essentiellement sur les femmes. Les violences sexuelles, donc, en cas de conflit, ne sont pas simplement des actes barbares commis sur le corps, elles sont des attaques dirigées contre l'âme même de notre nation. Présent à cette activité, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo pense que ce type de dialogue est essentiel pour mobiliser les acteurs clés et particulièrement le pouvoir législatif sur les enjeux et le renforcement des mécanismes de protection et de prise en charge des victimes. Signalons que plusieurs thèmes liés à l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit ont été abordés par plusieurs panélistes lors de la deuxième partie de cette cérémonie. Parlons justice. Maître Samuel Bemba, actuel vice-ministre de la Justice en République démocratique du Congo, a porté plainte contre Jean-Jacques Mamba en Belgique, qu'il a accusé de ne pas disposer de diplôme de droit qui lui permet de se prévaloir de sa qualité d'avocat. Les détails, encore une fois, avec Médard Elongué. Accusé de faux diplômes, le vice-ministre de la Justice congolaise porte plainte en Belgique contre Jean-Jacques Mamba. La cellule de communication de Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice et contentieux international, assumant actuellement l'intérim du ministre de la Justice, a déposé une plainte à Bruxelles contre Jean-Jacques Mamba Kabamba pour diffamation. Dans une publication sur compte X,
anciennement appelé Twitter, daté du 30 juin 2025, Jean-Jacques Mamba a accusé Maître Mbemba d'avoir usurpé un diplôme de l'Université libre de Bruxelles, ULB, et de s'être inscrit au doctorat à l'Université de Kinshasa sur base de ce qu'il qualifie de faux diplômes. Il a affirmé que le vice-ministre devrait être poursuivi pour faux et usage de faux. En réponse, Maître Mbemba Kabouya Samuel a démenti formellement ces allégations qu'il a jugées infondées et gravement atteintes à son honneur. Il a confirmé avoir effectué 5 années complètes d'études en droit à l'ULB, couronné par l'obtention d'un master et avoir par la suite prêté serment au barreau de Bruxelles où il a exercé en tant qu'avocat avant son retour en République démocratique du Congo. Plusieurs anciens camarades et confrères aujourd'hui bien connus à Kinshasa ou encore en activité en Belgique, peuvent attester son parcours académique et professionnel. Notamment, il a cité Steve Lusinde, Marco Kouyou, Serge Titembu, Yannick Chikaya, Dieudonné Ilunga, Adar Bizunga, ainsi que plusieurs professeurs congolais passés eux aussi par l'ULB. La cellule de communication souligne que toute lumière sera faite sur cette affaire devant les juridictions compétentes. Elle a invité l'opinion à faire preuve de vigilance face aux campagnes de désinformation. Ouvrons ces chapitres des réactions en rapport avec la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. La coalition populaire en République démocratique du Congo, par le biais de son président national émérite, Damien Kalwira, a qualifié cet accord d'une trahison et suicidaire qui fait perdre à la République démocratique du Congo sa souveraineté. Pour cette coalition, le peuple congolais a boycotté cette occupation étrangère. Lydie Diamba. Les ennemis du Congo ont toujours choisi les dates symboliques pour humilier le Congo. Vous savez que cet accord a été signé à l'étranger, loin du Congo et sans les Congolais. Et vous imaginez, ils ont signé ce fameux accord au cours du week-end qui marque les 65 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance. J'ai donc pensé aux héros de notre indépendance qui se sont sacrifiés jusqu'au suprême. Je pensais à Lumumba, je pensais à Kasavubu, je pensais à Mobutu qui a longtemps lutté contre ses velléités, je pensais à Kimbavita, je pensais à Kimbangu, et je pensais à Étienne Tshisekedi qui n'aurait jamais posé sa signature sur un tel document et j'ai pleuré. Madame, dans ce document, il s'agit de la mise sous tutelle de la République démocratique du Congo. Tshisekedi a accepté de faire perdre au Congo sa souveraineté économique, sa souveraineté politique et tout son système souverain. Tous les attributs du Congo ont été totalement dynamités et attribués aux étrangers. Nous n'avons pas encore perdu. Tshisekedi naïf. Je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si Madame Thérèse Kayikwamba, qui tient les clés de notre diplomatie, avait réellement lu ce document. Je me suis aussi posé la question de savoir si elle est congolaise quand j'ai lu ce document. Donc, à votre question, pour y répondre, il ne s'agit pas de traquer les troupes armées. Ils ont déjà, pendant les 15 dernières années, détruit les forces armées de la République démocratique du Congo. Il reste une force nationale qui résiste contre l'occupation du Congo. Ce sont les Wazalendo. Et ce sont les Wazalendo qui sont ciblés pour être traqués par les forces étrangères. Et nous invitons les Wazalendo à s'éliguer ensemble pour bloquer cette occupation étrangère et cette hégémonie. Mais nous continuons d'incarner la force du peuple, nous incarnons jusqu'à présent la résistance du Congo et nous incarnons la vraie opposition congolaise. Donc nous, ici, nous considérons que cet accord est sans effet puisqu'il ne requiert pas la légitimité du peuple. Aucun parlementaire n'a assisté à ces tractations-là. Donc c'est un accord sans effet. Et donc, M. Kamere et M. Lokonde, ils doivent maintenant réunir les deux chambres qu'ils dirigent pour faire voir à M. Tshisekedi et à Mme Kayikwamba que le Congo n'est pas leur voiture qui vont conduire à leur guise. Hein. C'est pour vous dire, l'opposition, elle est debout. La société civile est debout. Les Wazalendo sont debout. La coalition populaire
de la République démocratique du Congo sous ma direction, elle est debout. Nous ne refusons pas la coopération avec les États-Unis, mais nous refusons de reculer 50 ans en arrière. Nous voulons avancer et nous voulons avancer avec tous les États qui respecteront notre indépendance. Restons toujours dans ces chapitres. Les cadres du parti politique Alliance pour le changement, Paulin Mania Chilumba, pensent que la République démocratique du Congo, les grands perdants, car les États-Unis ont servi leur enfant chéri qui est le Rwanda. Il appelle à un dialogue interne, propos recueillis par Médard Elongué. C'est très important que vous me posiez la question parce que j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai suivi la question de près, étant politique. C'est lâche et malhonnête de prétendre que la signature de ce que vous appelez accord sera une solution à des problèmes que nous connaissons, à la crise persistante que nous sommes en train de connaître. C'est le contraire. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire, que ça soit ainsi mémorisé, c'est le contraire qui va se produire. Ça veut dire quoi? Nous n'avons jamais été en guerre contre le Rwanda, ni le Congo, ni le Rwanda n'a déclaré la guerre. Mais d'où viendra l'accord de paix? Et quand on dit que le pays était en guerre, même si on était en guerre, il y a des conditions qui sont observables. Ce qui s'est passé, nous avons connu ce qu'on peut appeler honnêtement l'accord de paix. Et paix comme ce long couteau qui vient trancher pour vous faire mal. Le Congo a beaucoup perdu dans cette aventure d'accord de paix. Le Congo a beaucoup perdu. C'est le Congo le perdant. Les États-Unis ont servi leurs enfants chéris. Ils vont continuer à les servir en malmenant la vie aux Congolais. Et donc le Congolais doit se concentrer. Le Congolais doit se donner pour que nous gagnions. La paix se gagne. La paix ne se donne pas. La solution pour nous, c'est nous concentrer à l'interne. Nous parler à l'interne, laver notre linge, nous engager à affronter les ennemis. Et puis de son côté, l'analyste politique James Mbia, quant à lui, pense que l'accord n'a pas de contraintes juridiques suffisantes. Suivez. Je pense que cet accord n'a pas assez de contraintes juridiques ou je dirais politiques à l'endroit de leurs signataires. Seulement, c'est une avancée significative qui, avec la bonne foi des États concernés, il y aurait un sursaut de paix dans la sous-région, si réellement les deux parties manifestent cette intention de ne pas vouloir se mettre le bâton dans le roue. Mais nous aimerions réellement que cet accord soit un motif de paix, soit durable, mais laquelle durabilité ne pourrait être possible que par la bonne foi de parties. Car cet accord, je le dis, comme je l'ai dit tout au début, il n'a pas de contraintes assez suffisantes sur le plan juridique, mais également sur le plan politique. Car si vous lisez le point 8 concernant les dispositions finales de cet accord, et parmi les moyens mis en place, hormis le fait que cet accord lie le parti, mais aussi les partis peuvent mettre fin à cet accord à tout moment, moyennant 60 jours qu'ils doivent mettre le préavis pour permettre à ces derniers de pouvoir décider sur sa continuité ou pas. Et cet élément-là rend vulnérable cet accord, mais seulement nous comptons plus sur la bonne foi de partis, car nous estimons que la volonté politique interviendra et sera démise dans le cadre de la réalisation de ce à quoi nous attendons entre les deux pays.
65 ans depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, Honoré Bailulaka, cadre du Mouvement de libération du Congo MLC, dresse un bilan mitigé et pense que dans les 65 ans, Joseph Kabila reste la malédiction du pays. Propos recueillis par Médard Elongué et Fiston Ouemeno. Que sur le plan politique, la République démocratique du Congo a connu des avancées significatives, mais quelques-uns des acteurs majeurs de la politique congolaise ont trahi les mythes qu'il faille préserver ou qu'il fallait préserver, qu'on devait tous préserver pour construire alors un héritage sérieux, un héritage valeureux, un héritage digne de son nom pour mieux fêter ces 65 ans d'indépendance. Ces 65 ans de prise de conscience, ces 65 ans d'éveil, ces 65 ans de l'émulation de la jeunesse ou de l'appropriation des mythes congolais par la jeunesse congolaise. Parce que Lumumba, que je célèbre, Kassavubu et tous n'avaient pas plus de 50 ans. Ils étaient dans la fourchette de la jeunesse. Lorsqu'il faut s'en tenir à la définition basique de la jeunesse. Donc, c'est lui ou la manche négative des écueils. Pour ces 65 ans, je l'ai dit, c'est M. Joseph Kabila, notre président, ex-président depuis quelques années passées, celui qui est le seul malheur. Mon angoisse pour la journée d'aujourd'hui, ma tristesse en tout cas, ma désolation, puisque la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si je devais être en train de danser pour célébrer Joseph Kabila pour l'organisation des élections de 2018-2019. Et de son côté, Hermès Massassou, analyste politique, pense que le bilan est chaotique, surtout le plan. Suivez. Et bien évidemment, le bilan est très chaotique, s'il faut le dire ça, avec des termes appropriés. Vous savez, la journée de l'indépendance devrait être célébrée, en principe. Vous constatez, déjà, vous avez fait des constats. Partout, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas ce mouvement, cette vivacité de pouvoir célébrer parce que tout simplement, le peuple ne se retrouve pas en joie. Pourquoi le peuple ne se retrouve pas en joie? Mais il y a plusieurs raisons, mais ce qui nous préoccupe au plus haut point, c'est que les gouvernements, tous les gouvernements qui se sont succédés, parce qu'ici il n'est pas question de personnaliser l'affaire, nous parlons de la République, mais tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 1960 jusqu'à ce jour n'ont rien fait en termes de pouvoir ramener les Congo, la RDC, sur la voie du développement. Puisque c'était ça la mission qu'il fallait continuer après que nous avons acquis l'indépendance, après que nos ancêtres ont eu à faire un effort enlaçable, comme vous le savez si bien, et que cette indépendance n'a pas été un fruit de la volonté de la colonie, pas du tout. Vous savez très bien que cette indépendance a été bel et bien le fruit d'une lutte acharnée par nos ancêtres pour que nous puissions atteindre aujourd'hui les stades de la liberté totale. Nous avons la capacité d'autodétermination absolue que nous appelons la souveraineté. C'est grâce à l'accession à la souveraineté internationale à la date du 30 juin 1960. Depuis que nous avons hérité en 1960 cette structure politique et jusqu'à ces jours, vous savez, on n'a pas fait l'effort, la moindre, n'est-ce pas, possibilité de pouvoir ramener la société congolaise sur la voie du développement. Et je dis, et je l'insiste, aujourd'hui, le constat est chaotique. Et donc ici, il y a lieu de pouvoir comprendre que nous devons travailler, nous devons réfléchir sur comment ramener la société congolaise sur la voie du développement pour continuer à satisfaire nos ancêtres qui ont lutté, qui ont milité, qui se sont bâtis au prix des sacrifices suprêmes, afin que nous puissions devenir libres aujourd'hui. Je vous remercie.
Les partis politiques de l'Union sacrée de la nation, notamment la Convention fédérale du Congo, étaient sur la rue dans le cadre de la marche sollicitée par André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, pour soutenir l'accord de paix signé le 27 juin dernier. Encore une fois, Médard Elongué et Steve Kikomo pour les reportages. En réponse à l'appel du secrétaire permanent de l'Union sacrée, honorable André Mbata Mangu, à une marche de soutien à l'accord de paix signé le 27 juin dernier par la RDC et le Rwanda à Washington, le parti politique Convention fédérale du Congo, CFC en sigle, parti cher à M. James Kenda Odou, avait répondu présent aux côtés de plusieurs autres partis politiques de la famille présidentielle sur le boulevard Sendwe, où la marche a été lancée par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, ce mardi 1er juillet 2025. Du boulevard Sendwe à l'esplanade du Palais du Peuple, les militants des partis politiques, notamment du CFC, conduits par Maître Christian Oyangala, son secrétaire général adjoint, ont flotté les drapeaux, manifestant le soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'accord signé mettant fin aux violences de 3 décennies. Je suis cadre du parti politique CFC, qui est la Convention fédérale du Congo. Je suis accompagné de notre élu national, M. Robert, pour participer à cet événement nous convoqué par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, M. Mbata, afin que nous puissions manifester encore davantage notre attachement au gouvernement et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a montré à la face du monde ce combat diplomatique, comme dit d'autres personnes, qu'un simple stylo a résolu, a fait taire ce que les armes n'ont pas pu taire pendant 3 décennies. C'est alors que nous nous sommes dit, avec notre base, de venir nous représenter, en fait de manifester encore davantage notre soutien au chef de l'État. Pour montrer que la partie politique CFC, chère à James Odou Kenda, notre autorité morale, et avec le président Gilbert Moussongela, que nous sommes ensemble avec lui, nous allons le soutenir jusqu'à la fin. Parce que nous avions compris que la diplomatie est plus forte que les armes. Il est à noter qu'après le message de remerciement du secrétaire permanent de l'Union sacrée à l'endroit des partis politiques pour l'acte qu'il qualifie de patriotique, une délégation restreinte s'est dirigée à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo pour y déposer le mémorandum. Un atelier de sensibilisation a été organisé en faveur de personnes vivant avec handicap. L'objectif de cet atelier était d'amener cette frange de la population congolaise à s'intéresser à la question de la transition énergétique pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Lydie Diamba et Exaucé Luchaka pour les reportages. Les personnes vivant avec handicap ont été sensibilisées sur les défis et opportunités de la transition énergétique pour les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. La RDC est un pays solution, notamment avec ses différents minéraux dans la transition énergétique. Il était important pour cette catégorie de personnes handicapées à les inscrire dans la logique de s'intéresser sur la question de la transition énergétique pour le développement économique et social de la RDC. Cette frange de la population congolaise doivent comprendre l'enjeu de la transition énergétique dans l'objectif d'améliorer leurs conditions sociales et économiques, a fait savoir la coordonnatrice de l'ASBEL, Oisilon Group. Prévenir les personnes vivant avec handicap, c'est avec un seul objectif, les intégrer dans la gouvernance de ressources extractives, de ressources naturelles. Parce qu'on a remarqué que ce groupe est sous-représenté dans beaucoup de secteurs. Et puisque nous sommes dans le secteur extractif, on a jugé bon que la transition énergétique qui arrive soit aussi une question mise sur la table des personnes vivant avec handicap. Parce que parmi eux, il y en a qui ont
qui peuvent aussi contribuer énormément non pas à la transition, mais à la gouvernance. On sent que vraiment le besoin est pressant. C'est vrai qu'il y a des recommandations qu'on n'a pas encore lues parce que ça a été fait par écrit. Mais rien qu'à entendre leurs besoins, on sent qu'ils ont vraiment besoin d'être renforcés en capacité. Et aussi, je dois l'avouer, qu'ils sont aussi capables d'être dans des instances décisionnelles parce que déjà là où ils sont, ils font beaucoup de choses et c'est le moment vraiment d'avoir un regard assez décent. Saluant l'organisation de ces forums en faveur de personnes vivant avec handicap, le représentant de la NRJAI a révélé que cette transition énergétique touche tous les pays du monde, particulièrement la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison qu'il était opportun d'inciter les PVH à s'intéresser sur la question pour être des acteurs et pousser les décideurs à élaborer un plan national sur la transition énergétique. La transition énergétique et les recours résolus et irréversibles vers les énergies renouvelables. Et ces recours n'a pas lieu qu'en République démocratique du Congo, mais touche l'ensemble de notre planète. Plusieurs sujets ont été développés par les différents orateurs afin de susciter l'intérêt sur cette question de la transition énergétique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition d'information qui était réalisée par Pius Chimanga. Derrière la caméra était Steve Kikomo, assisté par Christian Sakanano. Quant à moi, je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis.